L'iPad mini 7 ne sera pas présenté à la prochaine keynote et pour cause, il est officiel depuis ce mardi après-midi. Au programme de cette nouvelle tablette, un processeur Pro, oui, mais celui de l'an dernier, une caméra ultra grand angle et le passage à l'USB-C bien sûr, pour 609 € prix de départ en version 128 Go seulement. Alors valait-il la peine d'attendre plus de 3 ans? Tous les détails et notre décryptage dans un instant. Les AirPods 4 avec réduction active de bruit, annoncés avec la gamme iPhone 16 et les nouvelles Apple Watch Série 10, c'est l'un des produits Apple les plus populaires et les plus vendus certainement. Fabrice a passé au crible ses AirPods 4 avec ANC, son test à suivre. Un nouvel Apple TV est-il imminent? La génération actuelle fête ses 2 ans et on se demande où est le successeur du petit boîtier noir que Mark Gurman avait annoncé pour le premier semestre 2024. Apple se dirige-t-elle vers un Apple TV moins cher, peut-être sous la barre des 100 $ hors taxe, ou au contraire vers un modèle mieux doté avec une caméra FaceTime intégrée et la compatibilité Apple Intelligence? Le débat promet. Et puis le bonus hebdo exclusif cette semaine, et si Apple sortait vraiment une Apple Ring, autrement dit une bague connectée? Il est question de 2026, ce sera juste après le générique de fin pour nos soutiens Patreon. Pour en profiter, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 15 octobre 2024, il est 17h43, les streams sont activés sur X, sur Twitch, sur Facebook, sur LinkedIn Live, et oui, et ça marche, et sur YouTube désormais sur la chaîne YouTube de Watch Audio, notre maison mère, à la fois pour le live et l'épisode en replay. Je vous rappelle que seules les archives jusqu'à l'épisode 200 restent sur la chaîne YouTube que vous connaissez, la chaîne iWeek, et donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube de Watch Audio. Merci donc à vous tous qui arrivez progressivement sur les différents chats selon la plateforme que vous avez choisie. On est à votre écoute et vous êtes déjà très nombreux à nous avoir rejoints pour le début de cet enregistrement. Pierre de Vulder qui était avec nous il y a 15 jours est de retour. Il nous dit bonjour à tous, bonjour Pierre. Un autre Pierre est là, 59 492, lui est sur Twitch. Bonjour à toi. Mathieu Fraisse sur X est au rendez-vous, tout comme Fred Tesson sur YouTube qui nous fait un petit coucou. Dom, j'imagine, Dominique nous dit salut les chefs. Bonjour à tous. Ajoute Philippe Viéville. Titanium 31 est là, lui aussi. Il dit que c'est son tout premier direct. Alors, bienvenue à toi. On espère que tu vas apprécier et tu as la parole. Donc, profites-en pendant tout cet enregistrement. Erwan est avec nous, tout comme Valentin et Mike, un des fidèles, qui nous dit « Salut la team, ravi de vous retrouver pour ce live depuis mon TGV habituel. » Et oui, c'est vrai que Mike est souvent dans son train à l'heure où on enregistre. C'est un plaisir de vous retrouver, évidemment. Une autre bonne raison de rejoindre notre communauté que vous connaissez sur patreon.com/iWeek. On l'a dit la semaine dernière, vous pouvez désormais participer en visio comme un invité à l'émission le premier mardi du mois via un lien spécifique qu'on envoie à tous nos soutiens. Alors ne ratez pas le rendez-vous qu'on vous donne pour ce prochain iWeek interactif. Ce sera le mardi 5 novembre. Et donc bienvenue à toutes et à tous, bienvenue et bonjour à mes complices du jour. Je m'appelle Benjamin Vincent et je suis très heureux de retrouver les amis d'iWeek qui a commencé par Fabrice Neumann. Salut Fabrice. Salut Benjamin, salut à toutes et tous. J'ai remarqué que tu avais l'air étonné que LinkedIn ça fonctionne, mais bon, on va croiser les doigts pour que ça continue. Absolument. Alors, LinkedIn, c'est a priori la seule plateforme dont on ne peut pas faire remonter les messages dans la fenêtre vidéo. Mais en tout cas, on vous remercie d'être avec nous, que vous soyez sur YouTube, Twitch, Facebook, X, on vous lit, donc profitez-en. Je salue aussi Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin. Ravi de te retrouver comme quasiment toutes les semaines. Toi, l'ancien rédacteur en chef de Mac+, le co-auteur d'iPod Backstage chez Duno. Fabrice, je rappelle que tu es consultant tech pour les petites entreprises. Tu as ton site. Neumann.fr. Et on te lit aussi sur
Comment ça marche.net. On dirait Absolument. qu'on a répété, dis donc. Comme au cirque. Et puis, il est de retour avec nous aujourd'hui. Lui, c'est l'éditeur du compte Apple TV+ FRA sur X. C'est Thibaut Bisson. Salut Thibaut. Hello, encore une nouvelle fois, ravi de revenir. Excusez, je suis un peu ailleurs parfois, il y a des actus qui tombent au compte-gouttes un petit peu ce soir. Et oui, il y a eu une actu aujourd'hui, hein, c'est l'annonce, la première bande-annonce, les premières images de la saison 2 de Silo. Tu es de retour parce que tu as les derniers chiffres des plateformes de streaming, dont Oui, Apple aussi. TV+. Oui, en France et aux États-Unis. Bon, on va voir ça avec toi tout à l'heure. Merci d'être là, Thibaut, évidemment. Sur le reste de l'actu, tu es avec nous et tu participes, tu réagis absolument quand tu veux. Alors, on commence par notre droit de suite. Vous savez, c'est retour sur cette nouvelle chronique qu'on a instaurée depuis la rentrée. C'est l'occasion en quelques minutes pour nous de compléter une info, de la rectifier ou de l'enrichir. Et aujourd'hui, on va revenir sur ces vidéos de youtubeurs russes dont on vous parlait la semaine dernière, ces vidéos dans lesquelles ils présentaient un portable comme le futur MacBook Pro M4. Alors dans l'équipe, on était un petit peu circonspect, divisé sur l'authenticité de ces machines. Ça nous semblait pour certains énorme que ces machines soient authentiques. Fabrice, Mark Gurman a eu des infos depuis la semaine dernière, visiblement. En tout cas, pour lui, il pense que les MacBook Pro M4 présentés sont les vrais. Parmi les choses qu'il avait notées, qui lui faisaient douter la semaine dernière, c'était que les boîtes présentées comme étant les boîtes à venir avaient la même image que les MacBook Pro M3, donc de la génération précédente, et pour lui ça lui faisait douter que c'était plutôt rare pour Apple d'utiliser la même boîte, c'est-à-dire le même visuel avec le fond d'écran. Et puis il a l'air de dire que lui il y croit maintenant que ce seraient les vraies machines. Bon, ça fait un argument de poids pour croire que ce sont effectivement les vraies machines. Et donc que c'est vraiment une fuite énorme, hein, ce qu'on disait. Et que c'est vraiment une fuite énorme, voilà. Ouais. Alors, donc, il est donc malgré tout urgent d'attendre. Et puis, et sur le retour aussi, c'est une fuite énorme, c'est évident. Et en même temps, ça concerne une machine qui est moins. On a évoqué la semaine dernière que c'était un peu une fuite. Ça faisait penser à l'iPhone 4 qui avait été oublié dans un bar en 2010. Enfin, c'est moins important, je trouve, que l'iPhone 4 à l'époque, parce que le MacBook Pro M4, c'est une machine parmi d'autres. C'est pas non plus la machine la plus vendue. Voilà. Pour moi, il est quand même urgent d'attendre. Et en tout cas, que ce soit la vraie ou pas, les caractéristiques qui sont montrées seront probablement les bonnes. M4 avec un minimum de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ouais. Je pense que de toute façon, on peut s'attendre à ça, quel que soit le visuel sur la boîte. Voilà, c'est dit, et donc on tenait à assurer le service après-vente de cette info qui, la semaine dernière, nous semblait énorme, et on ne s'est pas trop trompé sur son authenticité, on va dire. On passe tout de suite à ce qui est plus que l'événement de la semaine, l'événement de l'après-midi, puisque c'était il y a à peine 2 heures. Apple a officialisé le nouvel iPad mini, l'iPad mini 7. Alors, vous aurez peut-être la même curiosité que moi, celle d'aller d'abord sur le site américain apple.com, où la page d'accueil présente cet iPad mini 7 tout juste officialisé avec ce sous-titre « Hello Apple Intelligence ». Mais si on va sur le site français d'Apple, on peut simplement lire « Un appareil sans pareil ». En clair, Apple Intelligence sert d'argument de vente aux US, mais pas chez nous. Alors, il ne nous reste... Alors, il ne nous reste que ce que cet iPad mini a dans le ventre. Pour avoir envie d'y passer ou pas. Ce nouvel iPad mini, on le rappelle qu'on attendait depuis plus de 3 ans même, puisque l'iPad mini 6 datait de fin septembre 2021. Alors, on va essayer d'abord de faire une présentation de ce nouvel iPad mini pour ceux qui n'ont pas encore les infos. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Quelles sont les infos essentielles sur ses caractéristiques? Allez, je vais me lancer, parce qu'en plus c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce qu'il a dans le ventre, c'est ce qu'il a dans le ventre justement qui le différencie un peu de l'iPad mini 6, parce que le slogan « Un appareil sans pareil », on a
parfois, enfin, on a l'habitude que Apple fasse soit dans l'hyperbole ou autre chose, mais là, l'appareil semble pareil. Quand tu regardes un iPad mini 7 à côté d'un iPad mini 6, bah, ils sont pareils, justement. Donc, extérieurement, c'est les mêmes, la même taille, le même écran, la même... le même objectif photo, la même caméra selfie, le même bouton, tout pareil. Ouais. Voilà. Et quand on regarde les caractéristiques externes, les deux seules choses que j'ai remarquées qui diffèrent, c'est il y a une couleur et demie qui change en fait. Il y a une nouvelle couleur, le vert qui remplace le rose. Et sinon, il y a toujours un mauve, mais qui est un peu plus clair dans la version de l'iPad mini 7 par rapport à le mauve de l'iPad mini 6. Alors, si on cherche du changement de design, là, c'est pas par là qu'on va être rassasié. Bon, est-ce que tu voulais ajouter autre chose à cette première présentation pas forcément très enthousiaste de Fabrice? Thibaut. Et le reste va être à l'avenant, donc peut-être que mes petits camarades ont des choses à dire. Thibaut, qu'est-ce qui toi t'a marqué sur ces caractéristiques? Après on va vraiment entrer dans l'analyse de tout ça, mais vraiment d'abord les infos de base. Bah, dans les infos de base, en fait, l'iPad mini suit la lignée, c'est-à-dire qu'il récupère une puce d'il y a 1 an et il récupère les couleurs de l'iPad Air. C'est comme tous les ans, enfin, comme à chaque fois qu'il est renouvelé plutôt. Donc là, il suit doucement la tradition, et ce qui est un peu dommage, parce qu'il pourrait avoir une puce un peu plus puissante. Enfin, moi, je l'aurais bien fait avec une M1 ou une M2 quand même. Je sais pas si c'est très utile et je sais pas si c'est très pertinent, mais la A17, j'ai fait bon, on est sûr. Pourquoi pas, hein, mais... A17 Pro, oui, Pro. C'est-à-dire que c'est pas non plus une puce M dans un iPad mini, on s'y attendait quand même pas. Ouais. Après, la 17 tout court, ça aurait pas pu, elle n'a pas existé de mémoire. Ouais. Non, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'écran? C'est le même, non? Oui. Ouais, c'est le même. Il n'y a rien. Il y a rien à dire. C'est un écran, 500 nits, 326 points par pouce, c'est le même. Alors, qu'est-ce qui change? Peut-être qu'on peut prendre Alors, prenons la le présentation par là. Alors, donc, Thibaut, il a raison. Déjà, c'est donc l'A17 Pro qui remplace l'A15 qui était dans l'iPad mini 6. Et alors, moi, ce qui m'a frappé en fait dans cet iPad mini 7, c'est que c'est une mise à jour mini aussi par rapport. Voilà, c'est un iPad mini, mise à jour mini, parce que c'est l'A17 Pro, c'est la puce qu'il y avait qu'il y a toujours, mais dans l'iPhone 15 Pro, qui, rappelons-le, était, avec le Pro Max, les deux seuls appareils à être de l'année dernière, être compatibles avec Apple Intelligence, qui arrive bientôt aux États-Unis, rappelons-le. Donc, c'est le processeur minimum, et avec donc les 8 Go de RAM dedans, pour pouvoir faire tourner Apple Intelligence. Donc, ils ont vraiment été au minimum. Comment ça, 8 Go? Comment? 8 gigas, ça suffit pas de pour RAM. Apple Intelligence. 8 gigas de RAM, c'est le minimum pour faire tourner Apple Intelligence, oui. Je crois que c'était 12. Non, ben non, il y a 8 gigas de RAM dans les iPhone 16, c'est 8, c'est pour ça qu'il y a 8, ça marche sur les MacBook Air M1, etc. de 2020-21, voilà, il faut 8 gigas, c'est le minimum, c'est ça qu'il y a dans les iPhone 15 Pro et donc maintenant dans l'iPad mini 7. Bon, bah youpi, ils ont vraiment fait vraiment le minimum, quoi. Ils ont fait passer le Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E, bon, c'est bien pour la stabilité des connexions. On en a déjà parlé plusieurs fois ici, avec Lionel Paris notamment. Et puis, alors Mathieu, dans le chat, fait remarquer que il devient aussi compatible avec l'Apple Pencil Pro. Voilà. Qui, rappelons-le, est un pencil à 149 €. Voilà, donc ça rajoute un peu. Voilà. Donc c'est vraiment minimum. Alors allez, on va se réjouir d'un autre détail. C'est que la version de base passe de 64 Go de stockage à 128. Voilà. Donc ça rend du coup la version de base un peu plus intéressante, c'est-à-dire qui est vendue à 609 €. Alors il y a 3 ans, c'était 559 €. Pour 64 Go, maintenant c'est 609 €, mais pour 128 Go, qui me paraît largement suffisant pour un matériel de ce type. Voilà. Bon, vous avez compris, je saute pas de joie, quoi. Non. Il y a rien de spectaculaire, effectivement. Gilles,
Est-ce que tu vois une caractéristique qu'on aurait oubliée ou est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui te saute aux yeux, qui t'a sauté aux yeux tout à l'heure? Non, c'est alors Fraisse. Mathieu. Mathieu Fraisse note qu'il y a un cœur de moins, un cœur graphique de moins que sur la version de l'iPhone, ce qui va un peu dans le sens de Fabrice. On est sur cette entrée de gamme chez Apple qui est pesée au trébuchet et bon, elle suit son train de sénateur tous les 2 ou 3 ans. Elle est remise à niveau parce que il y a quand même des gens qui y sont attachés et puis qui l'achètent, qui le demandent. Il vaut mieux que l'expression chez Apple, c'est il vaut mieux qu'ils dépensent leur argent chez Apple que le donner à la concurrence. Et puis voilà, il n'y a pas de quoi sauter de joie. Ouais. C'est pas une liseuse, c'est un carnet de notes amélioré qui permet de faire de belles aquarelles si on en a envie et de lire. C'est une liseuse avec du velin, si vous voulez, et pas du papier. Pas du papier d'entrée de gamme, voilà, c'est pas. Ouais. C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu les honneurs d'une keynote et qu'il s'est contenté d'un simple communiqué aussi. Ouais. Alors on va revenir tout à l'heure sur justement la stratégie de com d'Apple autour de cette annonce. Si près d'une keynote, pourquoi l'avoir annoncé avant, séparément? Est-ce que ça a un impact sur les chances d'avoir une keynote à la fin du mois d'octobre, puisqu'on l'attendait en tout cas jusqu'à cet après-midi? On va en parler tout à l'heure. Alors parlons des prix et de la dispo. Donc les précommandes sont immédiates, donc on peut déjà précommander cet iPad mini 7. Il sera dispo à partir du 23 octobre, donc de mercredi prochain, de la semaine prochaine. Moi, ça m'a surpris que ce soit un mercredi. Ouais, c'est assez inhabituel, c'est vrai. Ouais, moi pareil, c'est étonnant. Il y a des précommandes le vendredi, d'autres? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y aurait une autre annonce ça rejoint du coup, je fais quand même un parallèle. On en a parlé la semaine dernière donc de la potentielle keynote donc du 22 ou du 28 selon les ou du 29. Les estimations. Non mais il y a les deux. Elie tape sur le 28. Voilà. Donc en gros, on n'en sait rien. Mais on avait surtout évoqué le fait que le fait d'avoir un iPad mini dans les annonces auxquelles on s'attend, ça manquerait d'homogénéité. Et on était à peu près sûr que l'iPad mini serait annoncé à côté. Et alors là, ce qui est frappant finalement, c'est pas qu'il soit annoncé à côté, c'est vraiment il y a pas de fanfare, il n'y a pas de trompette, il n'y a rien du tout, quoi. On vous donne ça, c'est vraiment très discret comme annonce. C'est-à-dire qu'il y a, globalement, ils savent bien qu'il n'y a rien à dire quand même. Donc, voilà, c'est vraiment, en gros, on ne peut pas, chez Apple, avoir un appareil pour la sortie de iOS 18.1 et de macOS 15.1, d'appareils qui ne soient au catalogue pas compatibles avec Apple Intelligence. C'est les premiers outils d'Apple Intelligence arrivant avec les versions que je viens de citer, les points 1. Donc c'est juste ça en fait. Bon, c'est très bien, voilà. Mais pour ce qui est de la France, si on a déjà un iPad mini 6, on peut le garder. C'est ça. Oui, parce que Apple Intelligence ne nous concerne pas, en tout cas pour l'instant. Thibaut? Il y a toujours un produit dans la gamme iPad qui n'est pas compatible et ce serait surprenant que lui, il ait les honneurs, comme on dit, d'une keynote et pas le Mini 6. C'est quand même l'iPad 11 qui, pareil, traîne du pied en ce moment. L'iPad 10, oui. Il est déjà sorti, le 10. C'est le 10 actuellement, je crois. Oui. Oui, mais du coup, on pourrait s'attendre à un iPad 11 c'est le 10 qui serait... qui reste. D'accord. Voilà. Mais est-ce que l'iPad 11 serait pas demain, pour continuer, par exemple, en communiqué de presse également? Si, oui, bien sûr, oui. Je pense que tu as raison. Ah oui, c'est pas impossible. Demain, dans les jours qui viennent, mais... Oui, ou tout à l'heure. Gardons un œil. Une annonce toutes les 3 heures. En fait, on va rester en live jusqu'à ce qu'ils annoncent l'iPad 11. Il y a Mathieu Fraisse
dans le chat sur X qui dit on prend les paris pour un iPad 11. Bah oui, peut-être. Est-ce que l'iPad 11, selon vous, aura la même puce du coup que l'iPad mini? Ce qui serait inédit. D'habitude, l'iPad mini a une bonne jaune question. puissance de mémoire. Bonne question. Ils sont obligés, c'est le minimum là. Bah pour oui. avoir. Pour alors du coup, pour Apple l'iPad Intelligence, 11 ils sont obligés. qui est vraiment l'entrée de gamme, dedans, il y a une puce qui s'appelle Pro. C'est n'importe quoi. Ça va devenir compliqué. Bon, il y a un petit point intéressant que souligne Holyweb que je salue. Je crois que c'est la première fois qu'on interagit avec toi, qui est sur Twitch. Holyweb nous dit « Apple avait dû communiquer sur un problème de défilement sur l'iPad mini 6, le fameux Jelly Effect. Il serait intéressant de voir les tests pour voir si le problème existe toujours sur le mini 7. » Bah, à mon avis, ils l'ont réglé, sinon ce serait vraiment très très embêtant, parce qu'ils ont eu le temps quand même là. Je pense clair. qu'ils l'ont réglé. Bah, ça dépend parce que c'est le même écran. Le problème du Jelly Effect, si je me souviens bien, ça venait d'un problème de contrôleur. Ouais. C'est-à-dire que... et tout le monde ne le voit pas, hein, cet effet-là. Pour rappel, c'est quand on... Je ne sais plus dans quel sens c'est, je crois que c'est quand on tient l'iPad en mode portrait. Ouais. On fait défiler une page et donc il y a la partie droite et la partie gauche, c'est divisé en deux moitiés, ne se défilent pas exactement à la même vitesse. Et de temps en temps, ça fait une sorte d'un drôle d'effet. Je mettrais presque une pièce pour dire que je pense qu'ils sont Ça pas va résolus continuer. la chose. Bon, t'es pas très positif là, pas très optimiste. Non. Bon, les prix, on l'a dit, hein, le prix de départ c'est 609 € en France en version 128 Go Wi-Fi. Si vous prenez 512 et que vous passez en Wi-Fi plus cellulaire, eh bien vous devrez vous acquitter de 1159 € pour cet iPad mini. Ça commence à faire un budget pour cet Faites-le iPad. passer en prix étudiant, ce sera plus abordable. Ouais, c'est vrai. Il commence à 549. Ouais. Allez, les 10%, quoi. Les 10% habituels. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir autour de cette annonce de cet après-midi? Peut-être, effectivement, ce que ça dit de la suite du mois d'octobre. Est-ce que vous croyez toujours à une keynote? Est-ce que ça renforce l'idée d'une keynote Mac, quasiment que Mac, à la fin du mois? Ou est-ce que, comme 9 to 5 Mac semble le penser, la keynote est un peu moins probable depuis cet après-midi, selon eux? Thibaut? Bah, pour moi, elle est un peu moins probable. Après, je la vois moins arriver fin octobre et éventuellement plus début novembre. Pour un peu plus espacer, on va dire, les commandes et les stocks. Bien que l'iPad mini soit pas le produit le plus vendu de la gamme. Il y a débat là, parce que comme les annonces des résultats trimestriels ont lieu le 31 octobre, hein, si je ne me trompe pas, au soir, c'est un peu une date bascule, c'est-à-dire que Apple a soit intérêt à faire les annonces juste avant, soit intérêt à attendre que les résultats soient passés pour annoncer la suite. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice? Et après, je demanderai à Gilles. Moi, je ne pense pas que l'iPad mini 7 ait une quelconque influence sur la potentielle keynote d'octobre, parce que justement, ce qu'on a dit, hein, c'est pas un produit, et surtout celui-là qui est quand même pas très brillant. Mais il dégage le terrain, enfin, je veux dire, il s'en dégage débarrasse le terrain, pour que... au contraire, quoi, pour parler des Mac M4, parce que ça commence à faire un bout de temps quand même que le seul produit M4 qui soit sorti, c'est l'iPad Pro. Donc on a vu a priori le MacBook Pro et puis il reste toute la gamme. On a encore besoin de voir les M4 Pro, les M4 je vais encore me tromper, Max et M4 Ultra, avec les Mac Studio potentiellement et toutes ces choses-là. Enfin bref, il manque quand même plein de choses en M4 et c'est quand même vraiment bizarre que ce soit l'iPad Pro qui est le processeur M4. Ce qui me fait penser d'ailleurs encore un dernier truc sur l'iPad mini, c'est que
on voit donc que l'iPad mini 7 est mis à jour 3 ans après l'iPad mini 6. Donc mettre une puce au minimum pour un appareil qui risque d'être de nouveau au catalogue pendant 3 ans, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Et il va vraiment tirer la patte sans doute assez rapidement. Battant qui est de retour et que je salue nous demande pourquoi ne pas faire un comparatif entre l'iPad mini 7 et l'iPad Pro M4 13 pouces. On compare un peu des choses qui sont très différentes là si on fait ça, mais C'est pas pourquoi du tout pas, le même On compare un cookie au chocolat et une forêt noire, quoi. c'est ça. Pourquoi pas? Alors on n'a pas encore mis la main sur l'iPad mini 7, il a été annoncé il y a à peine 3 heures, donc j'avoue que et il sort le 23 octobre, hein, donc je le répète, dispo le 23 octobre. Bon, Il y a Gilles, oui, tu veux encore remarque. ajouter encore un petit détail? Oui, tu veux pas que je parle de la Si. de la keynote ou pas de keynote, donc Si, ça m'intéresse. je vais faire SVP. Je vais faire SVP comme on disait Allez-y, SVP. Pierre de Vulder a fait une très très bonne remarque. La caméra reste en position portrait et pas paysage, mais c'est un appareil qu'on utilise davantage comme une liseuse ou comme un carnet, un calepin. Et donc l'utilisation du petit côté pour la caméra a davantage de sens pour cet usage-là, à mon avis. Parce que tu dis qu'on le tient comme un petit carnet de notes. On le tient vertical, Ouais. comme un livre, comme un carnet de notes, comme... oui, c'est la position naturelle en vertical et pas en portrait et pas en paysage, quoi. Ok. Très juste. Thibaut. Petite anecdote qui montre que c'est vraiment une mini mise à jour. Ils ont même pas changé le fond d'écran. C'est très dommage. Ah, bah, comme pour potentiellement le MacBook Pro oui. M4. Alors, Ils s'emmerdent font des plus. économies. Ouais, c'est ça. Ils réutilisent les mêmes designs. On va pas refaire un fond d'écran spécial. Quoi. Il n'est pas dépendant de l'OS, tout simplement, le fond d'écran. Bah là, c'est le fond d'écran officiel sur la page officielle. Donc, Ouais. Oui, mais c'est le fond d'écran de chaque version de l'OS quand l'appareil est lancé. Oui, mais il va sortir avec iPadOS 18, donc dessus, Oui. quand même. Ouais. et c'est Oui. le fond d'écran écrit mini dessus. Oui. Fred Tesson dans le chat sur YouTube nous dit la compatibilité avec l'Apple Pencil, est-ce que tu veux dire le Pro ou l'Apple Pencil, je ne sais pas, l'empêche de déplacer la caméra. Les empêche. Enfin, Alors empêche oui, Apple mais- de oui, déplacer mais la non. caméra. Oui, mais Parce non. que ça, dis-tu, c'est un en iPad montrant Air ton iPad Air. M2. Ouais. Et l'iPad Air M2, il est compatible avec l'Apple Pencil Pro qui est là. Et la caméra, elle est aussi sur un grand côté. Oui, donc ils savent Non, faire. c'est juste la démonstration qu'ils n'ont rien changé dedans. Ouais. C'est juste ça. Ouais. Oui, Bon. pour ceux qui veulent changer d'ailleurs du Mini 6 au Mini 7, pensez bien à changer de Pencil. Hein. L'Apple Pencil 2 ne passera pas. Hein. Eh oui. Alors, Mathieu, très drôle, la compatibilité de la chiffonnette a été mise à jour. Et je pense que Meilleur produit c'est pas d'Apple. une blague. T'as dû vérifier, Mathieu. Non, Ils c'est ont pas dû une blague, ajouter sûrement, mais l'iPad c'est mini 7. marqué que on peut l'utiliser Ah avec. ouais. Thibaut, tu viens d'avoir une précision sur cet iPad mini qui a été annoncé ce mardi après-midi. En fait, l'annonce de l'iPad mini a des répercussions sur l'iPad 10. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que l'iPad 10 vient de baisser de 30 € officiellement chez Apple. Donc il passe de 439 € à 409. Je ne sais pas si c'est un Ils sont signe pas bons en ou- prix psychologique. Hein. Non, bah non. Ils n'ont pas encore Ils n'ont compris. pas réussi à se résoudre à passer à 399. Non, c'est dommage. Mais il baisse du coup. Bon, Légèrement. en attendant l'iPad 11. C'est ça. On peut toujours patienter. Très bien vu. En tout cas, il y a un détail rigolo qui vaut surtout pour nos amis américains, j'imagine. C'est qu'il y a quelques jours, vous le savez, avaient lieu les Prime Day Amazon. 2 jours de promo un peu à façon Black Friday en avance. Durant lesquels l'iPad mini était en promo avec une réduction de 150 $, pardon.
Là, en fait, depuis l'annonce, Amazon n'a pas rectifié le prix et donc vend en fait maintenant l'iPad mini 7 au tarif promo de l'iPad mini 6 pendant les Prime Day. Donc, Vite, faut y aller. certains en ont profité Ah ouais. apparemment aux États-Unis. Voilà, Faut foncer là. c'est plutôt rigolo. Bon, j'en parlais au début, hein, vous le savez, rejoindre la communauté iWeek sur Patreon, c'est le moyen pour vous de nous soutenir très concrètement et peut-être de nous remercier pour le boulot qu'on fournit chaque semaine si vous l'appréciez, pour le temps qu'on donne à iWeek, c'est vrai qu'on le fait avec beaucoup de plaisir. En allant sur patreon.com/iWeek, vous entrerez dans le cercle qui vous donnera accès non seulement aux bonus hebdo exclusifs comme celui qu'on va enregistrer juste après le générique de fin, qui sera consacré aux rumeurs autour d'une bague connectée Apple. Mais vous pourrez aussi intervenir, et ça c'est nouveau, directement dans iWeek le premier mardi de chaque mois. Le prochain iWeek interactif, ce sera le mardi 5 novembre, et vous pourrez le faire grâce à un lien spécifique qu'on envoie à tous nos soutiens avant l'enregistrement. Et donc, soyez prêts pour le 5 novembre et rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Je remercie tous les soutiens qui nous accompagnent depuis des mois maintenant. Merci à tous. On passe au test de la semaine avec toi, Fabrice. Alors, c'est un tout petit produit qui pèse quelques grammes seulement. Mais c'est sans doute l'un des produits les plus vendus par Apple. Il s'agit des nouveaux AirPods 4 et notamment du modèle avec la réduction active de bruit qui jusqu'à maintenant était réservé aux AirPods Pro 2. Ah bah écoute, à toi la main pour nous présenter ces AirPods 4 qui intéressent notamment ceux qui achètent un Mac pendant encore quelques jours, puisque je crois que la version de base est offerte dans certains cas. Oui, je Pour me les rappelle plus étudiants les détails, mais je crois que Ouais, pour les étudiants, absolument. les étudiants. Jusqu'au Encore, 21. c'est bien. C'est très bien. Oui, alors les AirPods Pro 4, donc pour les auditeurs qui ont la chance d'avoir la couleur que je montre à l'écran, quand on les regarde comme ça, ils ont ça a une tête d'AirPod, c'est sûr. Alors, la petite perspective que peut-être différente que j'ai moi, c'est que je pars d'AirPods 2. Ouais. J'ai eu des AirPods et c'est pour ça que les AirPods 4 et notamment avec réduction de bruit m'intéressaient beaucoup parce que j'ai eu quelques temps, donc j'ai eu des AirPods Pro 1 avec la réduction de bruit. Je trouvais la réduction de bruit vraiment intéressante, mais ce que j'aimais pas, c'est que les AirPods Pro, qu'ils soient 1 ou 2, sont des intra-auriculaires, c'est-à-dire qu'ils ont des embouts en silicone là, qui rentrent vraiment dans l'oreille et qui, moi j'aime moins, ça me gêne un peu. Je trouve que donc ça isole du bruit déjà de manière passive. C'est l'avantage aussi. Quand on se met des bouchons d'oreille, oui, alors c'est l'avantage. En avion, on est content. Et en même temps, moi, ce qui m'ennuie, c'est que moi, ça me fait résonner dans la tête si on marche, en tout cas quand je marche avec des AirPods Pro dans les oreilles, même s'ils sont éteints, j'ai l'impression d'entendre mes pas résonner dans mon crâne. Ça me plaît pas. Donc, après que mes AirPods Pro 1 ont, comment dirais-je, cessé de fonctionner, je suis repassé aux AirPods 2. Et j'ai trouvé des AirPods 2, voilà. Okay. Parce que je préférais. Tu veux dire après les modèles de chez Lidl, c'est ça que tu veux dire? Oui, alors, qui étaient donc 17 € comme vous le rappelez pour les plus fidèles d'entre vous. Que tu avais testé avec beaucoup de courage. Voilà. Et donc je suis très content des AirPods 2. Et puis voilà, donc Apple annonce les AirPods 4 en 2 modèles, donc en modèle classique et en modèle avec réduction de bruit. Mais donc, comme ce sont des AirPods et pas des AirPods Pro, je les monte un peu plus près, il n'y a pas d'embout en caoutchouc, en silicone au bout. Et malgré ça, ils sont capables, pour ce modèle-là, d'offrir un peu de réduction de bruit active, de l'ANC, comme on dit en anglais. Disons-le tout de suite, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y avait un doute sur est-ce qu'on peut faire de la réduction de bruit active sans avoir les embouts justement dans les oreilles. Et alors on peut. Je pense que ce qui fait que ça fonctionne et que ce qui va dépendre aussi des oreilles de chacun, c'est qu'ils sont un peu plus bombés que les AirPods 3.
Ok. j'ai pas avec moi, mais que j'ai pu comparer un peu, donc, et qu'on voit sur les photos. On peut aller lire l'excellent article de l'ami Fabrice Brochin sur comment ça marche, qui a fait ça. Et on voit sur des photos, il compare les AirPods 3 aux AirPods 4. Alors, et le fait que ce soit un peu plus bombé, donc selon la forme d'oreille qu'on a, bah, du coup, ça fait quand même un peu... ça étanchéifie un petit peu par rapport au bruit extérieur, mais pas autant, loin de là, que les AirPods Pro. Moi, ça me convient mieux. Ouais. Et du coup, quand on active l'annulation de bruit, en tout cas la réduction de bruit, eh bien, ça marche bien. Fabrice, dans son article, disait que bon, il a fait le test dans le train, le RER à Paris, et que c'est pas suffisant. Alors non, c'est pas suffisant. Dans ces conditions-là, quand il y a beaucoup de bruit, ça marche pas très bien. Je pense que les AirPods Pro ont quand même aussi du mal quand on est dans un métro parisien qui a des roues non caoutchoutées mais plutôt en métal, et qu'il y a un moment ça grince de partout. Même les AirPods Pro sont pas capables de faire ça. Il faut les AirPods Max que Thibaut porte sur ses oreilles. Donc ça, mais malgré tout, la réduction de bruit des AirPods 4, donc avec cette fonction-là, j'ai trouvé ça assez étonnant. Et alors mon test à moi, c'est que quand je fais mon café le matin, je moue mon café avec un moulin à café, ça fait du bruit, quoi. Électrique. Eh bien, j'entends bien le podcast que j'écoute pendant que je moue mon café, alors qu'avec les AirPods 2, t'imagines bien que c'est pas possible. J'espère que c'est les voix de la tech que tu réécoutes. Notamment. Je bois tellement de café que j'ai besoin de plusieurs podcasts. Bon, donc il y a un design. Le design a changé. Physiquement, a légèrement changé par rapport au AirPods 3. Ouais. Est-ce que entre le modèle sans ANC des AirPods 4, est-ce qu'il y a une différence de design, ou est-ce que c'est exactement les mêmes écouteurs a priori? En termes de forme, physiquement, le design est exactement le même. Donc, on va déjà avoir une petite réduction passive du bruit avec les AirPods 4 non ANC, puisque c'est ça le nom officiel. Et en plus, du coup, alors là aussi, ça dépend des oreilles. Le fait qu'ils soient un peu plus bombés que les AirPods 3, ils tiennent mieux, en tout cas dans mes oreilles. C'est toujours pareil. Mais je fais... alors c'est ce que dit iFanboy 31 aussi, exactement. Que ça tient mieux dans les oreilles. Je veux toujours être prudent, c'est-à-dire que on le sait bien, les formes d'oreilles changent tellement, enfin d'une personne à l'autre, sont tellement variables que... Pas d'un jour à l'autre. Non, d'une personne à l'autre. Tu as raison de préciser. Voilà. Donc ceux-là, en tout cas, tiennent mieux, y compris que les AirPods 2, d'ailleurs, que j'ai recommencé à utiliser. Mais donc voilà, donc c'est intéressant de noter. Sinon, donc... pour les autres, continuons sur ce qui change. Ce qui change après, entre les AirPods 4 tout court et les AirPods avec ANC, c'est surtout au niveau du boîtier. C'est-à-dire que le boîtier que j'ai dans les mains, celui des AirPods 4 à ANC, il est aussi... il a un petit haut-parleur pour faire bip bip notamment. Alors ça fait, il y a un petit ding dong quand on met le boîtier en charge qu'on peut enlever. Et puis on peut aussi, quand on fait une localisation par l'application localisée sur son iPhone ou ailleurs, pour les chercher, ça va faire sonner le boîtier. Voilà. Ça, c'est un autre intérêt. Et puis, on peut, je crois que c'est pas le cas donc des AirPods 4 tout court, les charger en sans fil, y compris avec, que je fasse pas tomber ma tasse, le chargeur de l'Apple Watch. Le chargeur rond par induction. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, ça... j'ai un peu peur quand même. Il y a un aimant, si ça tient bien, ça s'aimante bien au chargeur de l'Apple Watch, mais comme le boîtier des AirPods Pro 4 est un peu plus petit, quand on a un chargeur MagSafe, eh bien mes aimants ne marchent plus. Donc si on a un chargeur MagSafe, c'est compatible avec le chargeur MagSafe, mais si on utilise un chargeur MagSafe qui est incliné et pas à plat sur la table, et qu'on essaye d'y placer le chargeur des AirPods Pro 4 avec ANC, ils vont tomber, alors que le chargeur des AirPods 3 ne tombe pas. D'accord. Ou des AirPods Pro, justement. Mais les donc là, sont trop petits, comme fait remarquer iFanboy 31.
D'accord. Mais il y a une raison pour que les aimants soient plus petits? Parce que le boîtier est plus petit. Donc, du coup, les aimants, il n'y a pas la place. Voilà. Ok. Alors, une bonne raison. Ce qui m'amène justement aussi, le boîtier est plus petit, ça les rend plus faciles à transporter, mais ils sont, du coup, l'autonomie baisse un peu. Ça reste correct, mais du coup, l'autonomie du boîtier et aussi des écouteurs est au niveau des AirPods 2 que j'ai, justement. Donc, c'est 5 heures d'écoute, et puis j'ai oublié en termes de recharge de boîtier. Les AirPods Pro ou les AirPods 3, c'était 6 heures d'écoute. On perd 1 heure quand même. Et c'est 5 et 6 quand on ne met pas de réduction de bruit. Sinon, on perd 1 heure à chaque fois qu'on active une fonction de réduction. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est des AirPods qui baissent un peu en autonomie, surtout quand on utilise les fonctions de réduction de bruit. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme il y a la fonction de réduction de bruit, il y a les 2 autres fonctions qui sont les fonctions adaptatives. C'est de la réduction de bruit, mais qui s'amenuise avec aussi de la détection de la parole. Donc si on est en réduction de bruit et qu'on fait de la détection de parole, la réduction de bruit va s'atténuer un peu pour qu'on puisse entendre. En revanche, et puis si on est dans un endroit calme, qu'on a la réduction adaptative du bruit et que d'un seul coup il y a un bruit très fort, alors ça va essayer d'atténuer le bruit très fort d'un seul coup. Je pense que ça, c'est moins efficace que quand on a des AirPods Pro, parce que justement, le fait d'avoir des embouts en silicone dans l'oreille, c'est quand même plus efficace pour ça. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Alors, en termes de qualité sonore, alors quand on part des AirPods 2, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que c'est vraiment meilleur. Ouais, voilà. tu le sens. Donc, on a l'impression d'avoir plein de basses. Ouais. Alors, pourtant, eFanboy trouve qu'il manque un peu de basse, comme il disait dans son message dans le chat sur Twitch. C'est pour ça que j'ai un petit peu insisté sur le fait que moi je venais d'AirPods 2 parce que je pense que ça change beaucoup. Quand on a des AirPods Pro, on a sûrement encore un peu plus de basse, mais ils sont du coup vraiment, vraiment meilleurs pour ça. Quelque chose qui est bien aussi, c'est comme il y a la puce H2 dedans, les micros sont très bons et notamment pour les appels téléphoniques. Ça est bien meilleur que les AirPods 2 de nouveau. Ouais. Donc, et pour enregistrer un podcast quand on est invité, c'est mieux ou pas? Bah, c'est mieux, mais enfin, mais le faites pas si vous enregistrez un podcast avec Benjamin Vincent parce qu'il aime pas ça. Voilà, ça c'est important à savoir. C'est vrai que je trouve que le son est sur les modèles précédents en tout cas était vraiment pas bon. Mais non, c'est pas bon, mais là c'est meilleur. Enfin, c'est pas au niveau de micro comme on utilise, c'est normal. Voilà. Voilà, autre chose que je voulais dire, alors un truc en revanche par rapport aux AirPods 2, je me suis amusé à faire un petit test d'éloignement. Donc j'ai posé mon iPad et puis j'ai marché plus loin et j'ai fait ça avec les AirPods 4 et les AirPods 2. Et alors, j'ai pu faire, c'est environ en mètres, parce que j'ai compté les pas, donc je ne sais pas exactement en mètres, mais j'ai pu faire 25 pas avec les AirPods 4, alors que je pouvais en faire 30 avec les AirPods 2. Ah. Donc on perd un petit peu de distance dans un environnement dégagé. Ça veut dire que c'est pire encore quand on veut traverser des murs, etc. etc. Mais les AirPods sont quand même plutôt très bons par rapport à d'autres écouteurs Bluetooth que j'ai pu essayer pour ça, mais on perd un peu. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Mais si je ne me trompe pas, la portée du Bluetooth, c'est censé être d'une dizaine de mètres, pas beaucoup plus. Oui, mais visiblement... je dis ça avec des guillemets, mais pour ces AirPods, en gros, Apple repose sur le Bluetooth, mais a réinventé le Bluetooth. C'est pour ça qu'il y a des puces aussi en plus dedans pour faire un peu mieux, quoi. Donc, on va quand même, avec des AirPods et un iPhone ou un iPad, beaucoup plus loin que des écouteurs Bluetooth classiques. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, on perd un peu, mais je pense qu'on va quand même pas mal plus loin que des écouteurs classiques. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai donné les plus, les moins que j'ai trouvés. Et il reste plus qu'à donner les... Tu vas me demander une note sur 5 une petite note sur 5. Oui. Je vais mettre que 4. Je vais mettre que 4 à cause du prix.
parce que les AirPods 4 avec ANC, ça coûte 200 €. Voilà. Et je trouve que c'est trop. 200 €, c'est Voilà. pas un tout petit peu moins? C'est 199. Ah ouais, si tu veux. ok. Sachant que les AirPods 4 sans ANC, c'est 149, donc 150. Ah et ça, ouais. je trouve ça cher aussi. Donc, j'étais un peu... Voilà, c'est... Mais bon, alors, on va me dire que c'est toujours pareil, c'est Apple, c'est plus cher que les autres, etc. Bah, c'est ce que je regrette à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que Ouais. c'est bien, c'est même formidable, mais c'est cher, quoi. Donc, Ouais. il faut savoir à quoi on s'attend. C'est vrai que c'est bien les AirPods quand on est dans l'environnement et l'écosystème Apple. Ça passe, ça marche bien hein, maintenant. Hein. Là, pour le coup, j'ai plus de plainte de passage automatique Ouais. d'un appareil à Ça l'autre marche très très bien. entre l'iPad, l'iPhone, la montre. Moi, j'écoute beaucoup de à dire. podcasts depuis l'Apple Ouais. Watch et ça marche à chaque coup maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, oui, c'est bien, mais comme d'habitude, Apple nous demande beaucoup, et notamment de payer beaucoup pour profiter de ce genre de choses-là. Voilà. Quand même, je vois que les AirPods Pro 2 n'ont pas bougé de prix. Hein, ils sont toujours à 279 € au prix catalogue Apple. Ça baisse quand même le prix d'accès à la réduction active de bruit. C'est 80 € de moins quand même. Ça Oui, reste bien cher, sûr. hein. Et puis en plus, la réduction de bruit est plutôt efficace. Ouais. Donc voilà. Et puis ça dépend, que je répète, hein, des oreilles. Peut-être que pour certains, les AirPods Pro vont tenir un peu mieux puisqu'ils s'enfoncent un petit peu plus dans les oreilles, pour ceux qui supportent. Mais j'aurais envie de te retourner la question. C'est-à-dire que les AirPods Pro sont bien trop chers aussi. Ouais. Imagine, c'est près de 300 €. Enfin, je trouve ça fou, quoi. C'est quand même très cher, ces trucs-là. Et pour en plus des choses qui sont, je force le trait exprès, mais vous allez comprendre, qui sont jetables. Parce que l'indice de réparabilité des AirPods, c'est quand même 0 pointé, quand même. On ne peut pas changer les batteries. Les batteries sont petites, les batteries ça s'use, les batteries d'AirPods sont de bonne qualité. En gros, je ne sais pas vous, mais une paire d'AirPods, ça dure 3 ans. Et la 3e année, c'est déjà un peu plus difficile. Hein. Ouais. Et en plus, donc, puisqu'on a un peu perdu d'autonomie par rapport au modèle précédent, ou si on compare justement aux AirPods Pro, je trouve que c'est un peu cher payé, c'est un peu beaucoup nous demander en tant qu'utilisateur Apple, comme souvent. Ok. Eh ben, écoute, grand merci Fabrice pour ce test des AirPods 4 avec ANC. On va passer Allez, la rumeur de la semaine, pas parce qu'il y a une actu ou un renforcement de la frénésie ces derniers jours, mais parce que on fête en ce mois d'octobre le 2e anniversaire du dernier modèle sorti de l'Apple TV. Et si vous vous souvenez bien, ça remonte, hein, c'était en janvier 2023, Mark Gurman, l'incontournable, annonçait qu'un nouvel Apple TV était prévu pour la première moitié de 2024. Autrement dit, dans l'absolu, il aurait dû sortir au printemps, ou en tout cas avant l'été. Alors, est-ce qu'un Apple TV pourrait être au programme de cette fameuse keynote de la fin du mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on peut espérer ou attendre comme évolution pour l'Apple TV, qui semble pas vraiment avoir beaucoup bougé depuis une ou deux générations en tout cas? C'est une question qui va intéresser Thibaut évidemment. D'abord sur les probabilités d'un nouvel Apple TV de manière assez rapide, est-ce que vous y croyez ou pas? Oui. Thibaut, je te passe la parole après Gilles. On commence par Thibaut qui est quand même monsieur Apple TV+. Mais attention, entre le produit et le service, il y a un monde. C'est vrai, c'est vrai. Non, moi j'y crois parce que l'Apple TV, comme l'iPad mini, il va falloir nous le passer sous Apple Intelligence pour Siri, etc. Ça va simplifier la vie. Donc ça va être la promo des A17 Pro a priori, parce que je les vois mal mettre une puce M là-dedans. À moins qu'ils veulent nous en faire une dopée et qu'on puisse faire tourner des jeux AAA, et là ce serait une Apple TV Pro qui viendrait vraiment, on va dire, titiller les consoles, au mieux la Switch peut-être. Mais non, pour moi, faut la renouveler en fait. Peut pas. Alors, en toute honnêteté, je sais pas quelle puce elle a, mais voilà, faut la passer quoi. Ça doit être la 12, non?
Tu remontes peut-être un peu loin, là. Peut-être Ouais, plutôt peut-être. de la A15, peut-être. La A15, non, Ouais, comme l'iPad ouais. 6. Ouais, on va, Je pense Ah, qu'on iPad va mini retrouver 6, ça. rêver, pardon. les garçons. Vous rêvez complètement. En tout cas, Pierre de Vulder nous dit dans le chat sur X que l'Apple TV est l'une des meilleures box TV, mais qu'apporterait une mise à jour hormis l'IA et le Wi-Fi 7. Pour une Apple TV, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal, c'est vrai. Non, la visioconférence. Oui, une petite caméra Comme un- pour faire FaceTime. Non, il suffit de prendre un adaptateur et de le mettre au-dessus de l'écran. Comme on met son iPhone au-dessus de l'écran du téléviseur, Ah ouais, comme c'est on peut le hyper faire pratique. sur... Tu veux dire qu'il y aurait, tu veux dire qu'il y aurait une caméra FaceTime en façade de l'Apple TV? On utilise l'iPhone Je crois comme pas une trop. caméra FaceTime. Mais ça, on le fait déjà. En fait, C'est déjà le cas. Mais ça, on le fait déjà, Jim. Utiliser l'Apple TV pour faire de la visio, c'est pas cher. Il vous manque plus qu'un iPhone à 1000 balles. C'est bien. C'est ça. Mais ça, on le fait déjà, Gilles. Hein. C'est Non, possible c'est pour depuis, pour des c'est possible depuis au moins un an. mais Sauf erreur de ma ce qui part. est utile, pourquoi il faut absolument remettre à jour et rajeunir l'Apple TV, c'est que Pierre de Vulder dit que c'est une excellente box qui est utilisée par plein de gens qui ne veulent pas utiliser la box de leur opérateur ou la fonction Android de leur téléviseur et d'être devant leurs usages pistés et une collecte de leurs données personnelles. Il y a en plus tout un pan de l'éducation qu'il utilise pour piloter des tableaux tactiles, C'est vrai. des écrans Et des tactiles. vidéoprojecteurs dans les salles. J'ai constaté ça dans le lycée de ma fille, effectivement. Voilà, donc c'est vraiment un produit qui ne peut pas, qu'Apple ne peut pas laisser racornir ou s'éventer. Il faut absolument lui garder un côté hype, un côté fonctionnel si ils veulent continuer à exister sur ces marchés-là. Alors, un petit rappel, parce qu'il y a quand même eu un saut quantique assez majeur quand l'Apple TV est passé à la 4K. Hein. Mais, je pensais que c'était plus récent que ça. En fait, ça remonte à septembre 2017. Autrement dit, ça va faire 7 ans. Ça fait 7 ans d'ailleurs. Il y a eu 2 autres modèles depuis, hein, en avril 2021, puis en octobre 2022. C'était octobre, hein, et pas septembre. Donc ça fait exactement 2 ans. Alors le mois dernier, Mark Gurman disait que les stocks étaient stables, donc il n'y avait pas de signe avant-coureur d'un renouvellement à court terme ou à très court terme de l'Apple TV. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un d'ici la fin du mois. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme évolution possible dans cette prochaine version? Bon, évidemment, un processeur plus rapide, s'il doit être compatible avec Apple Intelligence, ce serait au minimum celui de l'iPad mini, du coup. L'iPhone 15 Pro, oui. Du Ouais, coup, ou de l'iPhone pareil. 15 Pro, hein, donc un A17 Pro, Pro. on est d'accord. Mhm. Il y a un point qui est quand même hyper intéressant, c'est la stratégie d'Apple sur le prix de l'Apple TV, puisque Ming-Chi Kuo a suggéré que la prochaine génération pourrait avoir un prix inférieur aux $100 hors taxe aux États-Unis, alors qu'aujourd'hui l'Apple TV démarre à 129. Il y aurait donc un prix psychologique. L'Apple TV serait grosso modo au prix d'un HomePod mini, et on sait que ça a beaucoup fait pour le succès du HomePod mini, le prix à $99 depuis le lancement. Est-ce que vous croyez à cette politique d'Apple qui, sur ce produit-là, accepterait enfin d'envisager un modèle moins cher? Un peu, C'est vraiment la personnellement, tendance, parce que quand même, c'est... Mais en fait, c'est déjà arrivé, quand le dollar était plus proche de l'euro, que tous les prix avaient augmenté. L'Apple TV, c'était le seul prix qui avait baissé. Et moi, ça m'avait surpris. Et je m'étais dit, ils font un effort, parce que ils se font complètement manger par les Fire Stick, etc., qui sont beaucoup moins chers. Bon, c'est pas la même qualité, c'est pas le même service. Mais dans l'esprit lambda, ça reste juste un boîtier qui te met une interface. Donc, je me souviens que ils avaient déjà baissé le prix. Le rebaisser me surprendrait un petit peu, notamment en France et Europe peut-être.
Mais aux États-Unis, c'est pas impossible. Pas impossible en pour Europe toi. aussi. Ouais. Gilles, tu crois, donc ça mettrait l'Apple TV à 120 €, quoi, TTC. Quand Apple a vraiment besoin d'un produit d'un point de vue stratégique, comme appui à un marché qu'ils considèrent comme extrêmement important, ils savent baisser le prix et s'en donner les moyens. C'est le cas du HomePod mini, on l'a dit. Apple a des ambitions, si l'on croit les rumeurs et Mark Gurman, dans la domotique et dans tout ce qui est environnement à l'intérieur de la maison. Donc c'est un excellent point d'entrée également pour ce type de service en général. Donc je n'ai pas d'informations particulières, je n'ai pas de croyance non plus, mais c'est tout à fait possible. C'est pas délirant comme hypothèse. Voilà. À propos de cette caméra là qui pourrait venir équiper l'Apple TV, c'est vrai que l'appli FaceTime est arrivée dans tvOS 17. Donc ça pourrait être effectivement un argument en faveur de cette évolution. Tu y crois, toi, Fabrice ? Oui et non, c'est-à-dire que je me dis que Apple pourrait garder au catalogue un boîtier Apple TV pour en descendre un peu le prix. C'est plutôt ça sa politique, de garder des appareils un peu vieillissants pour pouvoir les proposer un peu moins cher comme à chaque année avec les iPhones. Parce que si c'est pour faire la même chose qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire une mise à jour. Parce qu'il y a donc effectivement la 15 Bionic dedans. Pourquoi j'ai dit la 12 ? Parce que justement, moi j'ai 2 Apple TV à la maison qui sont des 4K. Il y en a une avec un A12 et l'autre avec un A10X. Et ça marche très bien. Au moins une des deux, j'ai pas vérifié sur l'autre parce que j'ai même pas de haut-parleur branché dessus. Celle que j'utilise le plus couramment, elle est compatible avec toutes les fonctions de tvOS 18 et notamment, par exemple, au-delà de la 4K, mais les dialogues améliorés. La qualité des dialogues améliorée, etc. Donc il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'un processeur A15, c'est quand même ultra puissant, juste pour afficher un peu de quelques gros boutons et des images en 4K, ce qu'on sait faire donc depuis des années. Donc il n'y a pas besoin. Le problème, c'est de savoir pourquoi faire. Donc pendant quelques temps, j'avais espéré que l'Apple TV se transforme en véritable console de jeu, par exemple. C'est aussi l'une des pistes. Oui, mais enfin, ça fait des années qu'on attend. C'est toujours pareil. L'Apple TV, son autre nom, c'est un peu l'Arlésienne, c'est-à-dire qu'on attend toujours quelque chose, et puis chaque fois qu'il y a une nouvelle version, on se regarde avec Ellie et on pleure. Parce que, ils ont ajouté rien. Alors, c'est pas avec les jeux qu'on trouve sur... Pardon ? Ellie pleure surtout. Oui, mais moi aussi, parce que du coup, je me dis, si ça pouvait faire quelque chose, ce serait bien. Donc j'avais acheté des manettes de jeu pour l'Apple TV, etc. Mais c'est assez peur. Je suis pas un gros joueur en même temps, mais même moi, je suis pas un gros joueur. Et ce qu'on trouve sur Apple Arcade, c'est quand même pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc voilà. Si c'était pour faire des jeux, je veux bien, mais à ce moment-là, c'est plus du tout une machine à 100 € qu'on peut sortir. C'est quand on voit les prix des Xbox consoles, ou des PlayStation 5, c'est 600, 700, 800 €. Donc, ils ne jouent pas dans la même cour, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Voilà. Donc, j'aimerais bien, moi, qu'ils baissent le prix, que celle que j'ai, je puisse la conseiller à des gens pour que ça coûte 90 €. Youpi, ce serait très bien. Mais je ne pense plutôt qu'à ça. Et je répète, je pense que si c'est pour faire la même chose, il n'y a absolument pas besoin de faire une mise à jour. Ça serait éventuellement pour faire de la domotique en mettant de l'intelligence artificielle chez nos amis américains, et en attendant de l'avoir en Europe et singulièrement en France, puisqu'ils l'ont annoncé. TV, j'y crois pas du tout à l'Apple Intelligence. Ils auront besoin d'un point d'entrée pour leur ambition domotique. Ils ont un brevet qui date de 2002 ou 2003 sur un serveur domestique, et c'est typiquement le candidat amélioré, toiletté, on enlève la mousse et tout ce qui peut, et toute la poussière qui recouvre, et on en fait éventuellement quelque chose de crédible. Je le répète, on n'est pas à l'abri de ça.
Ok, donc voilà pour l'Apple TV, les probabilités, on va dire, autour de son renouvellement. Ouais, moi, je crois assez à un renouvellement là, avant la fin du mois d'octobre. Je mettrais bien une pièce sur un nouvel Apple TV. Effectivement, ça fait 2 ans, on est dans on va dire dans le rythme habituel. Et avec Apple Intelligence qui arrive et qui force Apple à mettre à jour un peu tous ces produits, ce serait pas complètement idiot. Thibaut, merci encore d'être avec nous. Apple TV Plus FRA, c'est ton compte sur X pour suivre toute l'actu du service de streaming vidéo d'Apple. On fait régulièrement le point avec toi sur les derniers chiffres des plateformes. Alors, on va revenir dans le JT de la semaine sur les dernières news autour des séries qui arrivent là en cet automne. Mais là, parlons des chiffres. Quelles sont les dernières données que tu as reçues et qu'est-ce que tu peux nous dire de l'état du marché? Alors, pour les États-Unis, Apple TV Plus boude parce qu'il perd un point de pourcentage. Il retourne à 8%, sagement. Il retourne donc derrière Paramount Plus, qui est à 9. Ce qui peut alors notamment expliquer une autre actualité qui est tombée il n'y a pas très longtemps, en début de semaine, si je dis pas de bêtises. Enfin, fin de semaine dernière plutôt, du coup. Qui est le partenariat très inattendu Prime Video Apple TV+. Mais oui. Dans les Prime Video Channels, aux États-Unis exclusivement pour le moment. Qui donc comme une chaîne Prime Video en France par exemple, si vous êtes abonné à Max via les Prime Video Channel, aux États-Unis vous pourrez vous abonner à Apple TV Plus de cette façon et bénéficier de tous les films, séries, documentaires et même de certains sports, donc le baseball qui lui est inclus dans Apple TV Plus, mais aussi certains matchs de MLS donc le seront football, inclus. Voilà. Avec Lionel Messi notamment. Oui, c'est ça. Donc seront inclus d'office. Ouais. Explique-moi le fonctionnement. C'est quoi? C'est une chaîne linéaire avec les programmes Apple TV+, ou c'est un vrai abonnement à Apple TV+, via Prime? Les Prime Video Channel, en fait, c'est des chaînes... en fait, je suis abonné à Prime. Je veux, par exemple, en plus, être abonné à Paramount+, ou Universal+, ou Max. Et ben, je m'abonne. C'est un abonnement comme si je le prenais à part, sauf que tout est regroupé dans l'application Prime Video. C'est un tuyau, en fait. Tout est au même endroit et sur la même facture, si tu pas de bêtises. Bon, l'annonce a quelques jours, j'imagine que les chiffres sont sortis avant qu'il y ait une répercussion de cette annonce. Alors, pour le moment, cette annonce de Prime Video Apple TV+, c'est pas encore en place. Ça a été annoncé, ça arrive courant du mois aux États-Unis uniquement. Étant donné que c'est le marché domestique d'Apple, ça va être intéressant. Et donc un Prime point Video, moins en attendant, avant que cet accord ne soit en place. Certaine. Ouais. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que Prime Video est le service le plus populaire aux États-Unis, toujours avec 22% de part de marché, ce qui est énorme, hein, franchement. Et ils sont devant Netflix? Non. Ils sont devant Netflix, qui est à 21%. Ah oui, mais et quand est-ce qu'ils ont passé Netflix aux US? Il y a 1 an et demi, 2 ans. Ah, j'avais raté ça. J'avais pas noté ça non plus. Oui. Je croyais que Netflix était non, numéro ils sont un pas partout. très forts. Ah non, ils sont numéro 1 dans le monde au global. Ah oui. Et puis, en fait, Netflix, ils sont numéro 1 parce qu'ils comptent le nombre d'abonnés. Mais Prime, on compte pas parce que c'est Prime. Donc, ça compte différemment. Là, en l'occurrence, c'est sur la recherche des programmes que compte Just Watch et donc les parts de marché. Donc ça, c'est pour les US. Oui, c'est pour les US. Donc 8% au lieu de 9%. Est-ce que ça change, on va dire, la position d'Apple TV+, ou est-ce que... Il recule d'une place, il passe derrière Paramount+. Du coup, ils sont en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Thibaut? Les programmes de l'été ont un petit peu moins attiré. Clairement, c'était un été relativement calme. Là, Apple va revenir clairement avec ses programmes Slore 6, Silo, Severance, j'en passais des meilleurs.
vous savez ce qui arrive. Enfin, vous savez. Voilà, on a du beau monde au programme, donc ça va forcément remonter. Enfin, moi j'y crois en tout cas au fait que ça remonte, surtout avec cet accord. Et puis, on verra comment va évoluer les prochains mois, parce que le marché États-Unis est quand même assez tendu. Il n'y a personne qui est au-delà de 25% de part de marché, Ouais. contrairement à la France par exemple. Le fait en fait que Apple TV+ soit disponible dans les Prime Video Channel, ça aura un autre avantage qui aura certainement un impact sur les parts de marché pour les prochains mois, parce qu'en fait, ça rend Apple TV+ aux États-Unis disponible sur Android. Et ça, c'est une première par contre. Hmm. Donc tu dis que aux US, donc Prime en 1, Netflix en 2, Oui, tout à fait. en 3. Max en 3. Max avec 13%, mais qui recule d'un petit point, si je dis pas de bêtises. Suivi par Disney+ et Hulu, qui sont tous les deux à Disney, respectivement à 12 et 10%, et par plus à 9%. Ok, donc ça c'est pour les US. Qu'est-ce qui se passe au même moment en France? Au même moment en France, Apple TV+ double OCS. Enfin. Je croyais plus. Ouais. Bon, OCS qui est un peu en fin de vie. Hein. Qui a été intégré à Canal+, voilà, mais je sais pas trop comment ça va finir. Franchement. Alors, donc toujours à 6% du coup pour Apple TV+. Le reste du classement est quand même relativement stable. Il n'y a pas d'évolution folle. Par contre, c'est Netflix qui domine en France avec 27%, ce qui est énorme, 27% de part de marché. Et Prime suit de très très près avec 26%. Donc, ne serait-ce que ces deux gros-là, c'est plus de 50% du marché français. C'est colossal. Derrière, on a ils sont suivis du coup par Disney+, qui est à 18%, Canal+, à 11%, Apple, qui arrive du coup dans le top 5, avec 6%, OCS également à 6%, mais qui lui baisse quand Apple TV+ monte. Et le petit nouveau, Max, fait son entrée avec 2% en seulement 3 mois et demi. Franchement, bravo. Pas mal. Eh ben, merci Thibaut pour ces news des plateformes de streaming. Merci de nous aider à faire le point régulièrement sur l'évolution des rapports de force des uns et des autres. On passe à nos coups de cœur et à nos cartons de la semaine. Je ne sais pas si tu en auras un dans un instant, Thibaut. Je te laisse réfléchir. Fabrice, je sais que tu as un coup de cœur. Je crois que c'est un coup de cœur. Je ne suis pas sûr. Oui, j'ai juste mis le nom des choses, mais oui, c'est un coup de cœur. Je continue dans les écouteurs, voilà. Et donc je vous montre à la caméra, mais je vous écris ce que c'est. Ce sont les Nothing Ear Open. Donc Nothing, c'est cette fameuse marque plutôt de téléphone Android, mais qui ont aussi maintenant des écouteurs qu'on reconnaît souvent parce qu'ils sont souvent, c'est plutôt transparent comme design. Et ils ont des écouteurs qui ressemblent à des AirPods. Imaginez des AirPods un petit peu plus carrés et qui sont transparents. Et ils ont ce genre d'écouteurs-là. Et ils ont sorti ça, donc des Ear Open, c'est-à-dire que c'est des écouteurs qui se mettent, ils sont indépendants, donc true wireless, comme on dit en bon français, c'est vraiment sans fil, comme les AirPods, avec un petit arceau qu'on met par-dessus l'oreille, et puis il y a un petit haut-parleur qui se met sur l'oreille, mais qui ne recouvre pas l'oreille. Et donc l'intérêt, c'est que quand on fait du sport ou quand on fait du vélo, par exemple, on peut se les porter, écouter quelque chose. Donc comme tu disais tout à l'heure, les voix de la tech, naturellement. Et puis, mais sans être isolé du monde extérieur. Donc c'est donc là l'inverse de ce qu'on fait avec des AirPods Pro ou des AirPods 4 avec réduction de bruit, qui n'est pas conseillé quand on fait du vélo, par exemple, dans la rue. Mais pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que bien qu'il soit ouvert, comme leur nom l'indique, Nothing Ear Open, le son est excellent. C'est-à-dire que c'est vraiment étonnant de placer ça sur ses oreilles, et on a pas mal de basses alors que c'est plutôt ouvert. Jusqu'à présent, j'utilisais des écouteurs à conduction osseuse, donc des Shokz par exemple, c'est une des marques principales pour ça, qui permettent d'écouter quelque chose sans recouvrir les oreilles, mais ça c'est bien meilleur en termes sonores. Voilà, donc c'est pas un test ici. Si vous voulez lire quelque chose, j'ai fait un test pour comment ça marche qui est apparu aujourd'hui sur les Nothing Ear Open aussi. Je vous renvoie là. Mais je voulais faire ça en coup de cœur parce que
rien qu'à cause de la première impression que j'ai eue en les plaçant sur les oreilles. Le son est étonnant pour des écouteurs en mode ouvert. Super. Bah, merci Fabrice pour ce coup de cœur. Thibaut, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? C'est pas un piège, hein? Non, comme on en a parlé il y a quelques épisodes de ça, j'ai récemment du coup changé d'iPhone et j'ai découvert la magie du changement intégral de câble. Donc un plaisir. Mais je suis toujours obligé d'avoir un Lightning au moins pour mes bébés AirPods Max. Du coup, voilà, moi, mon petit coup de cœur, c'est du coup Ugreen et leur chargeur et qui m'ont bien aidé à tout passer en USB-C sans me ruiner chez Apple, clairement. Parce que quand j'ai vu les prix chez Apple, j'ai fait ça va pas être possible. Donc, voilà. Les prix des chargeurs, tu veux dire? Ah oui, les chargeurs et les câbles, c'est... Intéressant parce que figurez-vous que dans l'iPad mini 7, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. C'est nouveau. Oui. Pensez-y, comme les iPad Air et Pro la dernière fois. Gilles, est-ce que tu as un coup de cœur ou un carton? Oui, je crois que tu as quelque chose à nous proposer, mais je ne sais pas si c'est positif ou négatif. C'est comme Fabrice, moi c'est un coup de gueule. Je vous ai parlé assez régulièrement de Steam et de la façon qu'ils avaient de s'interposer entre mon jeu fétiche qui est Civilization 5 et moi, qui rajoutait de la friction dans l'interface avec 2 voire 3 clics supplémentaires avant d'accéder au jeu et qui même restait ouvert une fois que le jeu était fermé. Ce qui avait le don de m'énerver puisque ça bouffait de la bande passante, puisqu'il communique avec tout le monde. Des fois que j'ai envie de faire de la communication avec Pierre-Paul ou Jacques. Et puis, ils m'ont averti il y a quelques mois qu'ils ne supportaient plus, au-delà de la version, je ne sais plus combien. D'accord, je vais me taire. Non, je plaisante. Il ne supportait plus. C'est une blague à la Gilles Dunès. Ouais. Enfonce-toi un peu plus. Donc, t'as gagné, j'ai perdu le fil. Donc, pas moyen de me connecter, de lancer le jeu, puisque Steam, qui commence par se lancer avant de me donner accès à mon jeu, que, je rappelle, j'ai acheté en 2011 sur un DVD. Je ne connaissais pas Monsieur Steam. Je connaissais pas Monsieur Steam. Il y avait Firaxis et Aspyr, qui étaient les studios qui étaient annoncés comme les éditeurs. Et du coup, ces gens m'empêchent d'accéder à un produit que j'ai acheté légalement sous prétexte que je suis supposé l'avoir volé, a priori. Ouais. Et c'est exactement ce que nous prépare cette législation imbécile sur les boutiques tierces sur iOS, c'est-à-dire que vous avez la boutique qui va vendre les jeux ou les applications et qui va décider si oui ou non vous avez le droit à partir de telle ou telle date. Puis c'est dangereux puisque ces gens s'installent de façon transversale en position de monopole sur l'ensemble des supports. C'est ce que fait Epic Games avec le forcing qu'ils ont réussi à faire aux États-Unis et en Europe, mais c'est également le cas de Spotify, et tout ça pour siphonner vos données personnelles. Ok Gilles, on a compris que ça ne te plaisait pas, et on peut le comprendre. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà, un immense merci à toutes et à tous pour votre fidélité à iWeek, la semaine Apple, vivement l'épisode 204. On vous donne rendez-vous dès maintenant, le mardi 22 octobre, dès 17h30 pour l'enregistrement streamé bien sûr. Et peut-être d'ici là, l'officialisation de la prochaine keynote, qui sait, pour le 22, le 28 ou le 29 octobre.
Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous en direct, que ce soit sur X, Facebook, YouTube, Twitch ou LinkedIn Live. Et on est très heureux que ça ait marché aujourd'hui. Mathieu Fraisse nous signalait il y a quelques instants que Greg Josviak, le patron du marketing mondial d'Apple, avait tweeté à propos de l'iPad mini. Je vous lis son tweet. L'iPad mini est un appareil comme aucun autre. Il est superchargé avec la puce A17 Pro, construit pour Apple Intelligence, et il inclut une autonomie qui dure toute la journée dans son design portable, ce qui le rend encore plus facile à la création en déplacement. Voilà, du bon discours marketing de Greg Josviak, comme on l'aime. Merci Mathieu de nous avoir alerté sur ce tweet qui boucle la boucle pour aujourd'hui sur le sujet de l'iPad mini 7. Merci tout particulier à nos soutiens sur patreon.com/iWeek. Pour faire comme eux, c'est l'adresse. On a besoin de vous, n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi au podcast sur toutes les plateformes, avec au passage, si vous êtes sur Apple Podcast, la possibilité de laisser un avis, quelques mots sympas qui donneront envie à d'autres, et puis une note 5 étoiles, pourquoi pas, ça aide toujours. Sur YouTube aussi, vous le savez, il y a du nouveau, puisque les épisodes d'iWeek sont désormais publiés sur la chaîne YouTube de Watch Audio. C'est notre maison mère. Les archives, elles, restent sur la chaîne historique iWeek sur YouTube. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux aussi. En plus de X, de Facebook, d'Instagram et de YouTube, vous avez la chaîne WhatsApp pour rester au courant. Un seul hashtag partout, iWeek LSA, LSA comme la semaine Apple. Dans un instant, si vous êtes parmi nos soutiens sur Patreon, ne bougez pas, le plaisir va continuer avec le JT de la semaine qu'on enregistre désormais et dont vous profiterez chaque jour dans le flux du podcast. Et puis pour nos soutiens Patreon toujours, ce sera le bonus hebdo consacré cette semaine au projet d'Apple dans le domaine des bagues connectées, avec un objectif probablement 2026. On va en reparler. Salut à toutes et à tous, et à mardi prochain, 17h30 en direct ou un peu plus tard en podcast. Salut à tous, salut Thibaut, merci d'avoir été là, salut Fabrice Neumann, salut Gilles Dounès, salut au reste de la team qui n'était pas là, Ellie, François et Baptiste, et à très vite, bye bye. Salut à tous. Salut, bye. Bye bye.